Bonjour les amis, alors je vous retrouve aujourd'hui avec une autre vidéo pour vous aider à mieux investir. Donc aujourd'hui, je vais répondre à la question de certains. Il y en a qui m'ont demandé qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'investir. Donc vous avez un projet, vous pensez à investir une certaine somme d'argent. Quelles sont les 10 questions que vous devez vous poser avant de passer au projet même, avant de vous engager dans ce projet? Alors, la première question que vous allez vous poser, c'est en quoi est-ce que votre idée est originale par rapport à d'autres personnes? Dernièrement, j'ai eu un entretien avec une personne, un monsieur qui s'est lancé dans le business des mèches aux États-Unis. Et lorsque je suis allée sur son site pour voir un peu qu'est-ce que ça a de particulier, je me suis rendu compte que c'était exactement ce que 10 000 autres personnes faisaient aux États-Unis et partout dans le monde entier. Je lui ai dit, avec ça, tu ne peux pas te différencier, tu ne peux pas avoir les marges que tu espères avoir dans ton business. Quand vous commencez un business, vous devez vous poser la question de savoir en quoi est-ce que mon idée est différente des autres. C'est votre originalité, c'est votre particularité qui va vous permettre d'avoir beaucoup d'argent, qui va vous permettre d'attirer les clients, qui va faire même en sorte que les gens puissent vous recommander, parce que les gens recommandent toujours sur la base de la particularité. Donc, arrêtez-vous un moment et posez-vous cette question. Il y a également certaines personnes, et surtout en Afrique. L'un des business les plus populaires en Afrique, c'est le business de la beauté, des salons de beauté, des instituts de beauté. Et à chaque fois, je me pose la question de savoir à quoi ça sert d'avoir 5 instituts de beauté alignés sur la même rue. Mais c'est quoi la particularité? Why? Pourquoi? Et vous voyez, et là, après 2 ans, il y a l'un d'entre eux qui va fermer et l'année qui suit l'autre encore va fermer, ou alors il y en a qui vont garder, ils vont rester ouverts tout simplement, voilà, juste comme ça. Mais lorsque on s'engage dans les affaires, c'est pour gagner de l'argent et non pour perdre de l'argent et non pour laisser le temps passer aussi. Ça, c'est très important. La deuxième question que vous allez vous poser par rapport à votre investissement, c'est de savoir qui est votre client cible. Alors, il y a beaucoup, j'ai souvent vu ça, qui s'engagent dans des projets sans savoir à qui est-ce qu'ils s'adressent. Vous voulez vous adresser à monsieur et madame tout le monde. Vous voulez tout faire à la fois. C'est également ce genre de personnes. Vous ouvrez une page Facebook. Sur la même page Facebook, vous voulez vendre les habits, vous voulez vendre les mèches, vous voulez vendre également de la nourriture, vous voulez vendre les thés, vous voulez tout vendre sur la même page Facebook. Vous voulez vendre en gros et en détail. Vous voulez vendre en Afrique et en Europe. Vous voulez vendre partout sur la même page Facebook. Ça veut tout simplement dire que vous ne connaissez pas à qui vous vous adressez. Vous ne connaissez pas votre client cible. Il faut savoir que dans les affaires, il y a 3 types de clients. 3 types de clients. Il y a le client bas de gamme. C'est celui-là qui, voilà, ne cherche pas ce qui coûte très cher, veut juste résoudre un problème quickly, rapidement là, et puis c'est tout. Il y a le client moyen de gamme qui est prêt à payer un peu plus pour avoir une certaine qualité, quoi. Et il y a le client haut de gamme qui ne badine pas avec ses exigences. Il veut payer pour une certaine Il paye pour une certaine qualité. Lorsqu'il donne son argent, il s'attend à un certain traitement. Il s'attend à une certaine façon de faire. C'est aussi ça. Moi, j'ai vu, je suis allée dans certains business. Lorsque j'arrive, je me dis, ok, je viens, je vais payer cher. Et quand tu arrives, même à l'accueil, on ne t'accueille pas. Même à l'accueil, on te parle sans te regarder. À l'accueil, on t'ignore. Et vous croyez vraiment que ce business va prospérer? Vous croyez vraiment qu'ils vont se distinguer, qu'après 5 ans, ils seront encore là? On parlera toujours d'eux, on parlera en bien d'eux. Et c'est ces erreurs que les gens commettent parce qu'ils ne connaissent pas leur client cible. J'ai une personne qui m'a contacté de la Côte d'Ivoire. Et cette personne m'a dit qu'elle voulait faire un business au plateau. Vous connaissez bien les plateaux en Côte d'Ivoire. C'est un quartier résidentiel, c'est un quartier huppé quand même de la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails de son business parce que ce n'est pas, voilà, je n'ai pas l'autorisation de le faire. Cependant, je lui ai dit, tu sais, si tu vas au plateau pour faire ton business, ce business particulièrement, ce n'est pas le produit qui va te rendre riche, mais c'est l'accueil.
C'est la façon dont tu traites ceux qui vont ouvrir ta porte. C'est la façon dont tu vas traiter ceux qui vont appeler ton numéro. C'est la façon dont tu traites ceux qui vont venir vers toi. Et beaucoup échouent à ce niveau. J'ai aussi vu des personnes se lancer dans les services, parce qu'on parle toujours des produits, mais il y a également les services. La personne se lance dans les services et décide d'avoir les mêmes prix que Marthe Karine. Oh, Marthe Karine fait des formations à 1000 euros. Moi aussi, je vais faire les formations à 1000 euros. Mais qui te connaît? Quelle est ton expérience? Quels sont tes résultats? Qu'est-ce que tu as à montrer? Donc, il faut souvent tenir compte de tout ça. Et quel est le client que tu cibles? Parce que le client que tu vas cibler va se poser ces questions. Va essayer de voir ça. Moi, je connais des gens qui m'ont dit, Marthe Karine, moi, je t'ai suivi pendant 1 an avant de te contacter. Je te suis depuis 2 ans. J'ai vu ton évolution. J'ai vu tes résultats. J'ai vu les personnes que tu as coachées. J'ai vu des preuves. Et c'est la raison pour laquelle je viens aujourd'hui payer ce que je paye pour pouvoir te parler, payer ce que je paye pour pouvoir me faire former par ton équipe. Vous comprenez? Donc, n'allez pas faire les affaires sans connaître à qui est-ce que vous vous adressez. C'est la même chose aussi pour ceux-là qui se lancent dans la publicité Facebook sans connaître c'est qui leur client cible. Donc, vous devez savoir quel est votre client cible, comment faire pour joindre ce client cible, quelles sont les exigences de ce client cible et comment faire pour fidéliser ce client cible. La troisième question que vous allez vous poser pour réussir votre investissement, c'est quels sont les prix que vous allez pratiquer. Très important. Alors, au niveau des prix, vous devez vous soucier de la problématique, la qualité rapport-prix. D'accord? Très important. Alors, il y en a, vous vous lancez dans des business et vous n'avez pas étudié ce rapport qualité-prix. La qualité du service est médiocre. Mais vous voulez les prix high ticket, vous voulez les prix haut de gamme. La qualité du produit est médiocre, mais vous voulez 100% de bénéfices. J'ai vu une personne comme ça qui vendait un certain produit, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui vendait un certain produit et s'est mis une marge de 200%. Je lui ai demandé, pourquoi tu te mets une marge de 200%? Il me dit, c'est parce que j'ai envie d'avoir beaucoup d'argent rapidement. Je lui dis, en affaires, on ne fonctionne pas comme ça. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tu vas beaucoup dépenser pour la publicité. Tu auras très peu de clients. Tu vas te fatiguer. Tu auras l'impression que ton produit est mauvais. Tu auras l'impression que ça ne marche pas. Et tu vas finir par abandonner. Alors que si tu avais pris une certaine marge, ça allait aller pour toi. Bon, je vais vous donner un peu des secrets, d'accord? Quand vous vendez, quelles sont les marges bénéficiaires que vous devez avoir? Alors, si vous vous positionnez pour vendre en gros, la marge bénéficiaire est de 15% à 25%. Vous n'allez pas au-delà de ça. Pourquoi? Parce que quand vous vendez en gros, vous visez des personnes qui vont acheter et revendre aussi. Mais vous ciblez sur le nombre, d'accord? Sur le volume. La personne va prendre une grande quantité et est censée revenir acheter chez vous. Donc, c'est ça qui vous fait, c'est ça qui fait votre business, quoi. Alors, quand vous vendez donc en détail, la marge peut être entre 40% à 70%. Vous pouvez aller même à 100% ou au-delà de 100% si et seulement si vous avez un apport particulier. Vous vous distinguez d'une certaine façon. Donc, je prends un exemple. Je vais prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre. Supposons que vous vendez les vêtements, d'accord? Vous vendez en détail. Vous achetez vos vêtements en Turquie et puis vous les revendez. Votre marge, si vous vendez en détail pour être concurrentiel sur le marché, ça doit être entre 45% et 50% maximum. Alors, si en plus de ces vêtements-là, vous avez apposé votre marque dessus, si vous avez une marque dessus, parce que là, ça vous distingue déjà, vous pouvez aller à 60%, 70%. Si en plus de ça, vous avez peut-être un service de livraison, vous avez des stocks, de telle sorte que quand quelqu'un vient, il peut facilement avoir différentes tenues, une variété et tout, vous pouvez aller encore à 100%. Et bien entendu, avec un accueil qui va avec un cadre de qualité qui va avec. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, il y a certains parmi vous qui s'approvisionnent en Chine ou alors en Turquie, mais ils choisissent d'investir
dans une boutique, dans un quartier résidentiel, dans un quartier huppé, la boutique à elle seule va coûter très cher. Parce que l'emplacement, c'est un emplacement de bonne qualité, c'est un emplacement qui apporte le flux, qui apporte une certaine qualité de personnes. Je prends un exemple, ici à Douala par exemple, si vous vous positionnez dans une ville comme Douala, dans un quartier comme Bali, Bonanjo, Bonapriso, c'est sûr que les emplacements coûtent cher. Et dans cet emplacement, vous ciblez qui? Vous ciblez une catégorie de personnes. Vous ciblez ceux-là qui ont le pouvoir d'achat, qui peuvent facilement acheter une robe à 80 000 francs, une robe à 100 000 francs sans se poser de questions. Mais si vous faites la même chose dans un quartier comme Bepanda, par exemple, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas du tout marcher. Donc, c'est pareil que ce soit à Paris, si vous allez par exemple... je sais pas, galerie ou alors, je sais pas, dans ces quartiers huppés, bon, à Londres, par exemple, bon, je vais connaître, vous partez dans les endroits comme Trafalgar Square à Londres et vous allez dans les quartiers comme Peckham, toujours à Londres, il n'y a pas match du tout. Pourquoi? Parce que vous attirez une certaine qualité de personnes et avec les prix que vous pratiquez aussi. Donc, vous devez pouvoir différencier tout cela et bien choisir vos prix. Beaucoup de gens échouent dans les affaires parce qu'ils ne savent pas pratiquer les prix. Ils ne savent pas quels sont les prix qu'ils doivent mettre sur leur business. Alors, si vous êtes uniquement en ligne, la problématique aussi se pose. Si vous êtes uniquement en ligne et que vous êtes ce genre de personne, quand on vous demande vos prix, vous dites inbox, vous croyez vraiment que vous allez appliquer les prix haut de gamme? Ça n'a pas de sens. Vous n'avez pas de site web. Vous n'avez pas de service client qui reçoit les gens jusqu'à 20h, 21h, à des heures tardives lorsque vos clients sont disponibles. Pourquoi est-ce que vous allez appliquer les prix haut de gamme? C'est pas possible. Donc, vous allez voir tout cela quand vous vous posez dans un business, d'accord? Alors, la quatrième question que vous allez vous poser, c'est qui sera mon fournisseur? Très important. Qui sera mon fournisseur? Vous devez bien choisir votre fournisseur. Ça doit être un fournisseur qui a de la variété, qui est accessible. Moi, quand je choisis mes fournisseurs, j'aime les fournisseurs avec lesquels je peux discuter sur WhatsApp, par exemple. Parce que ça prend du temps de faire un mail, ça prend... il faut des formules et dans les affaires, on veut ce qui est chap, ce qui est rapide, quoi. Donc, je veux discuter avec lui sur WhatsApp. Vous devez voir également la langue que vous pratiquez avec votre fournisseur. Est-ce qu'il parle votre langue, votre première langue? S'il parle l'anglais, est-ce que vous êtes bon à parler l'anglais? Est-ce que vous allez toujours avoir recours à Google Translate ou pas? Donc, vous allez vous poser toutes ces questions-là. Votre fournisseur, est-ce qu'il est flexible aussi? Très important. Est-ce qu'il est prêt à vous faire des rabais? Ah oui, parce que si par exemple vous avez commencé avec une marchandise, vous prenez 10 unités et à un moment donné vous prenez 50, 100 unités, il doit être capable de vous faire des rabais. Si à un moment donné vous prenez 1000 unités, il doit vous faire des rabais. Donc s'il n'est pas flexible, c'est un problème. Alors votre fournisseur, est-ce qu'il est flexible aussi en cas d'incident? Il y aura toujours les incidents en affaires. Par exemple, vous avez un client qui a reçu la marchandise et... la qualité n'était pas bonne, il y a eu un défaut dans la fabrication. Est-ce que le fournisseur est prêt à vous faire, à remplacer cet article-là sans vous demander des frais supplémentaires? Si par exemple le produit se perd dans les transports, est-ce que le fournisseur est prêt à vous rembourser, à partager ou alors à partager les pertes avec vous? Donc, vous devez étudier votre fournisseur pour savoir tout cela. Toujours est-il que je vous recommande de ne pas avoir un seul fournisseur. Ayez au moins 2 fournisseurs parce que dans les périodes de préparation des fêtes de fin d'année, vous allez valoriser le conseil que je suis en train de vous donner parce que très souvent, les fournisseurs sont très occupés. Et si vous avez juste un seul fournisseur, vous allez vous retrouver en train de perdre beaucoup d'argent. Alors, la 5e question que vous allez vous poser, c'est au niveau de la logistique. Comment votre logistique va se passer? Alors, on a beaucoup de problèmes au niveau de la logistique quand il s'agit du commerce, par exemple. Très souvent, vous avez les prix qui sont différents. Déjà même les partenaires logistiques avec lesquels vous allez travailler. Est-ce que c'est DHL? Est-ce que c'est FedEx? Est-ce que c'est UPS? Est-ce que c'est les cargos? Voilà, si le produit vient de la Chine ou de la Turquie, est-ce que vous allez utiliser les cargos aériens là? Quels sont les prix quand vous pratiquez? Au niveau de la douane, comment ça se passe? Est-ce que c'est vous qui allez dédouaner la marchandise? Est-ce que c'est votre partenaire qui va dédouaner la marchandise? Donc, vous devez connaître tout cela. Vous devez aussi vous poser la question de savoir quelles sont les périodes de haute
de haute demande dans la logistique. Par exemple, dans les mois d'octobre, novembre, décembre, ce sont les mois où un vrai commerçant ne doit pas être en train de faire d'attendre des gros colis. Très important. Écoutez ce conseil. Moi, je parle uniquement de ça dans mes formations, mais en exclusivité, je vais vous donner ça dans une vidéo gratuite sur YouTube. Donc, ce sont des périodes où il y a tellement de transactions. Donc, les vrais commerçants font leur stock avant le mois d'octobre. Et pendant le mois d'octobre, c'est juste bon. Voilà, il y a 2 pièces qui manquent, il y a 5 pièces qui manquent. Là, on va faire venir la pièce. Mais vous ne faites pas venir vos gros stocks pendant cette période-là parce que vous courez le risque de perdre vos colis. Vous courez le risque de voir vos colis arriver en retard, de voir ces colis arriver endommagés. Ça sont les erreurs que j'ai commises au début quand je commençais dans le commerce. Mais aujourd'hui, je ne peux plus tomber dans ces erreurs-là. Moi, je prépare mes stocks. Avant le mois de septembre, mes stocks doivent déjà être là. Les stocks qui vont m'alimenter pendant la période de novembre-décembre. D'accord? Ensuite, la 6e question que vous allez vous poser pour réussir dans votre investissement, c'est qui sont vos concurrents? Très important. Vous ne pouvez jamais faire un business et croire que vous êtes les premiers. Allez juste sur Google et tapez votre idée business pour voir quels sont ceux qui sont déjà présents avant vous. Vous devez étudier vos concurrents. Vous devez connaître quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses pour pouvoir réussir dans les affaires. La 7e question que vous allez vous poser, c'est est-ce que le digital est pertinent pour vous? Très important. Alors, il y en a, vous allez être surpris que, mais est-ce que... Pourquoi Karine pose cette question? C'est elle qui conseille toujours le digital aux gens. Alors, je me suis rendu compte que pour tous les business, le business n'est pas aussi pertinent. Il y a des business que le digital n'est pas pertinent pour vous. Par exemple, j'ai une amie qui est dans le secteur de la douane transit. Le digital n'est pas si pertinent pour elle parce que ses clients ne se trouvent pas sur Internet. Ses clients ne se trouvent pas sur Facebook, par exemple. Ses clients peuvent se trouver encore sur Google. Ils vont faire des recherches sur Google de temps en temps. Mais ses clients, ce sont, voilà, les exportateurs, les importateurs. Ses clients, ce sont vraiment des opérateurs économiques. Et ces gens-là ne sont pas toujours sur Facebook, ne sont pas sur Instagram. D'accord? Donc, il ne serait pas pertinent pour elle de construire sa stratégie marketing sur le digital, d'axer sa stratégie marketing sur le digital. Par contre, pour ceux-là qui vendent en détail, semi-gros, le gros, des trucs de ce genre, c'est pertinent pour vous d'aller chercher vos clients dans le digital. Et pour ça, vous devez avoir une bonne stratégie digitale pour avoir effectivement vos clients. Alors, la 8e question que vous allez vous poser pour réussir votre investissement, c'est est-ce que vous avez du temps? Très important. Est-ce que vous avez le temps? Alors, c'est important parce que il y a des business qui vous demandent beaucoup du temps libre. Vous devez être là pour recevoir les clients. Vous devez être là pour pratiquer la tâche. Vous devez être là pour gérer la comptabilité. Vous devez être là pour discuter avec les fournisseurs. Donc, est-ce que vous avez ce temps pour le faire? Donc, si vous êtes par exemple un employé quelque part, vous avez déjà un boulot quelque part, est-ce que votre boulot vous donne assez de temps libre pour gérer un autre business de cette envergure? Donc, si ce n'est pas le cas, vous devez penser à recruter. Vous devez penser à vous faire aider. Vous devez penser à des associés, par exemple. Donc, il faut savoir que pour les business, vous n'êtes pas toujours obligé de faire le business seul. Vous devez vous mettre en partenariat avec d'autres personnes, avoir des associés qui auront la responsabilité sur ce business. Une responsabilité qui est différente de celle des employés, par exemple. La 9e question que vous allez vous poser, c'est dois-je recruter et qui dois-je recruter? Très important. Alors, j'ai vu beaucoup de gens échouer dans les affaires parce qu'ils ne savent pas qui recruter. Vous lancez un business et vous ne savez pas si vous devez recruter un comptable, vous ne savez pas si vous devez recruter un coursier, vous ne savez pas si vous devez recruter une personne avec telle compétence ou alors telle autre compétence. Vous ne savez pas. Donc, à un moment donné, vous devez vous asseoir et réfléchir par rapport à ça. Je me rappelle quand j'ai commencé mon business, je me suis confrontée à ce genre de problème et j'avais besoin de ressources par rapport à ça. Je suis allée sur Amazon et j'ai tapé ma problématique. Je me suis rendu compte qu'un seul livre était disponible et qui traitait
cette problématique-là. Et j'ai justement acheté le livre. Et quand je lisais le livre, la première phrase que l'auteur a mis dans son livre, c'était que elle aussi, à un moment donné, dans son business, elle avait besoin de savoir comment choisir ses employés, comment distribuer les tâches, voilà, à ses employés, et elle n'avait aucune ressource par rapport à ça. Elle s'est cogné la tête et à un moment donné, elle a décidé d'écrire par rapport à ça. Donc, effectivement, c'est une grosse problématique que vous devez résoudre pour pouvoir réussir. Moi, pour mon expérience, je me suis axée à avoir des personnes de confiance d'abord, que j'ai formées par la suite selon les besoins qui étaient qui se confrontent, qui se posaient à nous, quoi. C'était important pour moi d'avoir une personne de confiance parce que mon business, je le gérais à distance. Donc, je me suis dit que moi, j'ai la formation, j'ai le temps pour former cette personne, mais je ne suis pas sûre de la moralité des personnes avec lesquelles je vais travailler. Donc, j'ai misé sur la confiance, j'ai misé sur les valeurs, j'ai misé sur la qualité même de la personne. Et puis, j'ai travaillé l'aspect formation pour la compétence, pour que la personne puisse m'aider dans mon business. Donc, vous devez gérer tout cela également. Alors, la 10e et la dernière question que vous allez vous poser, c'est quel est le régime juridique que vous allez appliquer à votre business? C'est très important, les amis. Alors, il faut savoir qu'on a deux grands régimes juridiques. On a l'auto-entrepreneuriat et les SARL, ou alors les compagnies à responsabilité limitée. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations par rapport à ça, je vous conseille de lire le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, où il explique très bien les avantages, la différence entre les deux et les avantages des uns et des autres. En ce qui me concerne, très tôt, j'ai choisi la société à responsabilité limitée, une SARL, selon ma vision. J'avais compris que c'est dans l'entrepreneuriat que j'allais me distinguer, c'est dans l'entrepreneuriat que j'allais me mouvoir. Et pour ça, il me fallait prendre une société à responsabilité limitée pour pouvoir jouer au niveau de la fiscalité aussi, c'est très important. Ce sont des choses qu'on ne peut pas toujours dire dans les vidéos. Allez lire ce livre-là ou alors prenez tout simplement une consultation d'affaires avec moi et nous allons voir tout cela, d'accord? Merci encore d'avoir pris la peine de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Ce sont des questions très importantes que vous devez vous poser pour réussir en affaires. Vous pouvez me laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, c'est gratuit pour avoir ce genre de contenu régulièrement. Retrouvez-moi également sur Instagram, je vous y attends. Retrouvez-moi aussi sur TikTok pour partager, pour voir comment est-ce que je commence mes business, comment je passe mes journées, mes petites folies de femmes entrepreneurs, de mère, épouse, tout ça. Donc, retrouvez-moi sur ces réseaux et à très bientôt les amis. Au revoir.